Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à WhatsApp Caribbean. Vous savez, comme nous disons toujours à l'heure de cette émission, nous parlons toutes les langues, nous parlons haïtien, nous parlons créole, français, anglais, seulement l'espagnol. L'espagnol n'a pas encore été exposé, disons, à notre émission, ça viendra peut-être. Alors, nous avons ce soir deux invités tout à fait charmantes. Il s'agit de deux écrivains haïtiens, deux femmes, et qui vont nous parler de leurs activités. D'abord, nous avons Madame Agnès Castra, qui a écrit un recueil de nouvelles, qui a écrit ensuite La Première Bouchée, un roman assez fort, et qui a participé dans des ouvrages vraiment très intéressants d'un groupe de francophones. Alors, vous aurez tous ces détails un peu plus tard. Notre deuxième invité, il s'agit de Alexandra Gentil-Leclerc, spécialiste en méditation, et surtout en méditation pour enfants. Elle a un livre que je vous recommande d'acheter, même si vous n'avez pas d'enfants, parce que ce livre peut vous aider, vous aussi. Je suis sûre que nous allons passer un très bon moment ensemble. Installez-vous confortablement. Nous vous revenons dans quelques minutes. ImagineArt Media Productions, with nearly 20 years of experience, provides clients with a variety of marketing and production services. ImagineArt can help promote your business on any local or global media platform. We handle all aspects of your campaign, from creative content production to campaign strategies. ImagineArt also offers professional entertainment services, including DJ services, artist booking, 360 photo booth, animated gobo projection, photography, uplights, dance on the clouds, sparkles, sound engineering, and more. We are the one-stop shop that you need. Visit our website or call us at 305-303-0415. Agnès Castra, bonsoir, bienvenue à WhatsApp Caribbean. Bonsoir Elisabeth, merci de m'avoir invité à WhatsApp Caribbean. Alors, nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs se souviennent très certainement de toi, avec une interview qu'on avait eue il y a assez longtemps. Assez longtemps, effectivement. Les nouveaux téléspectateurs que nous avons, ils vont faire connaissance avec Agnès ce soir, qui, comme disait Alexandra, que nous allons voir tout à l'heure, une écrivaine. J'aime pas comment ça sonne en français. Moi non plus. Je suis très féministe, mais écrivaine. C'est pas très joli. Ça fait de la veine, ça autrice fait veine. Ça fait... Autrice, c'est pas joli. On utilise autrice aussi. C'est vrai. C'est pas très joli non plus. Donc, à ce niveau-là, mon féminisme, je le mets légèrement sur les côtés. Nous disons écrivain. Auteur de 2 livres absolument charmants. Les Nouvelles d'Elisabeth. Voilà. Et il ne s'agit pas de toi. Et il ne s'agit pas de moi, je ne dirai pas de qui il s'agit, parce que l'auteur elle-même ne peut pas dire de qui il s'agit, alors que nous savons très bien de qui il s'agit. Ce sont des affaires familiales. Je dois vous dire que Agnès est ma cousine. Donc voilà, donc je suis d'autant plus fière de la recevoir ce soir à notre émission. Merci Elisabeth. Et son deuxième livre, La Première Bouchée. Et tu as beaucoup de choses à nous raconter ce soir. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc il faudra faire un résumé pour ne pas avoir une émission aussi longue que la première. Voilà. Et parle-nous de toi. Comment tu as commencé à écrire? Voilà. Alors j'ai commencé à écrire et j'ai toujours eu envie de publier un livre parce que j'ai toujours aimé tenir mon journal, j'ai toujours aimé écrire des petits faits divers, j'ai raconté des histoires de famille que je partageais avec la famille, donc j'ai toujours aimé écrire. Et puis voilà, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai décidé de publier un livre. Mais je crois, bon, j'ai publié, comme tu as dit, un recueil de nouvelles et un roman, mais je crois que ce sur quoi il faudrait peut-être attirer l'attention du public aujourd'hui, c'est que j'ai publié récemment, j'ai été sélectionnée pour des textes publiés, des textes collectifs publiés en l'honneur du Petit Prince qui a eu 80 ans et de Marguerite Yourcenar qui aurait eu cette année 120 ans. Nous
nous y arrivons. Mais pour le moment, on va parler de toi. Et je dois vous dire aussi qu'il faut des références familiales. C'est la nièce de Mona Guérin quand même. Voilà, ça c'est très important. Donc il y a ça dans la famille. Hein? Bon, et bien, Mona Guérin, c'est quand même une référence, c'est une personne dont je suis très fière. J'aimerais un jour arriver à sa cheville. Oh, comme c'est gentil de le dire, merci. Et je dois vous dire aussi, vous qui nous demandez où les voilà sans arrêt, qu'Agnès est celle qui m'encourage beaucoup à la republication de Rouille les voilà et des livres de Mona Guérin. Donc on y travaille, Agnès, et je te remercie pour ce soutien moral et cette force, cette énergie que tu me donnes. Je pense que c'est très important. C'est vrai, il ne faut pas laisser ces œuvres-là passer à l'oubliette. Parce que dans quelques générations, on n'en parlera plus s'il n'y a pas d'écrit, s'il n'y a pas de publié, justement. Absolument. Alors, merci. Donc, Agnès, tu as commencé à écrire il y a quelques années, ton recueil de nouvelles. Date de 2015 déjà. De 2015. 2015. Ça passe, hein? Ça passe. Que tu as pu écrire les nouvelles d'Elisabeth, très sympathique. Et après, nous avons la première bouchée d'un genre tout à fait différent. Comment tu expliques cette versatilité dans ton style? Comment tu expliques ça? Bon, tu sais, j'ai toujours voulu... Je suis rentrée dans l'écriture assez tard. Je n'étais plus une jeune fille quand j'ai commencé à publier mes livres. Et j'avais un vécu. Et j'ai voulu, malgré tout, dans les nouvelles d'Elisabeth, tu remarqueras que le ton est très léger. Et ce sont des petites histoires de tous les jours. Mais j'essaie quand même de faire passer un message et de donner une leçon. Absolument. Et de donner une façon de vivre. Une moralité. Une moralité. Donc là, j'ai fait passer sur un ton plus humoristique, plus léger. Et quand j'ai voulu écrire la première bouchée, le sujet que je voulais aborder était quand même beaucoup plus sérieux. Donc il fallait... Et très réel. Plus sérieux. Et oui, peut-être réel, oui, sans doute réel. Je te permets de parler de ce sujet. Bon, je suis catholique, notez que les gens m'ont demandé, est-ce que tu es catholique? Oui, je suis catholique, mais j'ai toujours été bouleversée par le célibat des prêtres, mais surtout par la manière dont le catholicisme règle la contraception. Et la doctrine de la contraception dans le catholicisme, pour moi, ne fait pas de sens. Dans ce monde moderne, on ne peut pas dire aux gens qu'ils doivent ne jamais arrêter d'avoir des enfants. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'assez graphique, je dirais, d'assez choquant pour montrer comment parfois ça aurait été tellement mieux d'avoir de la contraception. Et tu parles aussi d'une grande réalité de prêtres qui n'arrivent pas vraiment à supporter leur célibat. Bon, le prêtre qui n'arrive pas à supporter son célibat, mais qui n'arrive pas à sortir de sa vie de prêtre non plus. En même temps, c'est une dualité assez intéressante que tu as su décrire. Il a son côté humain et il a son côté spirituel, et il n'arrive pas à se sortir de son côté spirituel, il n'arrive pas à se sortir. Donc, bien que physiquement, il soit attiré par la femme qui est à ses côtés, mais... d'un autre côté, il est prêtre dans toutes ses réponses, dans sa façon de vivre. Il n'est pas un laïc. Et tu sais, tu as abordé là un sujet tellement courant. Et à l'instant même où nous parlons, il y a tellement de prêtres qui sont dans cette situation. C'est quelque chose vraiment qui mérite que le pape s'en mêle finalement un jour. Serais-tu d'avis à ce que le célibat soit levé pour les prêtres? Je ne suis pas sûre d'être de cet avis parce que je pense qu'un prêtre ne peut pas être un bon époux. J'aime bien ça. Il sera trop occupé. À s'occuper des affaires des églises. Je pense quand même que la spiritualité a un côté très élevé qui vous oblige à vivre au-dessus du commun des mortels. Et la vie d'époux et de couple est une vie quand même qui demande beaucoup d'interactions dans un couple. Et cette spiritualité l'a ramené à une épouse, à des enfants qui crient autour. Impossible. Mais ils s'en sortent pas mal du tout parce que beaucoup de prêtres réussissent à avoir cette vie. Évidemment, elle est cachée, mais beaucoup d'entre eux. Mais comme tu dis, elle n'est pas officielle. Donc, les obligations ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas ils n'ont pas l'obligation d'amener le pain quotidien sur la table.
Alors que s'ils sont mariés, ce sera à eux d'amener le pain quotidien à table. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien ton analyse, j'aime bien que tu ne sois pas sûr que ce soit la solution. Je pense qu'un prêtre d'abord devrait être sûr qu'il veut être prêtre et qu'il pourra supporter son célibat avant d'être prêtre. Absolument. Évidemment, il y a plein d'autres réalités. Il y a des gens qui rentrent dans la prêtrise, ça sonne comme traîtrise, hein. Parfois pour plusieurs raisons de notre pays qui ne sont pas forcément la vocation. Mais je pense quand même qu'il est temps qu'on lève le célibat pour les prêtres. Et ils ne seront pas forcément mariés, mais au moins ils auront le droit d'avoir une girlfriend. Je pense que ça simplifierait beaucoup de choses. Mais alors, tu n'es pas là pour parler des prêtres. Nous avons rapidement parlé de tes 2 livres. Nous allons parler de cette lettre qui figure dans ce livre en hommage à Marguerite Yourcenar. Mais d'abord, est-ce qu'on peut nous attendre bientôt à un autre livre, un 3e livre? Je travaille là-dessus, mais j'avoue que... Alors tu vois, je disais que le prêtre dans sa spiritualité n'arrivera pas à être un bon papa. Moi, avec mes obligations familiales de grand-mère, je ne travaille plus dans un bureau, mais je suis grand-mère, je suis maîtresse de maison, j'ai un mari qui est tout près de la retraite, donc qui est plus souvent avec moi, et ça me prend beaucoup plus. Donc le 3e livre n'est pas pour bientôt. Bon, j'espère. Je me suis fixé une date butoir de 1er trimestre 2024, mais je vois que la date arrive à grands pas, non? Disons 2024. Alors, nous avions eu récemment une interview avec Wyclef Jean, et on lui demandait pourquoi il avait disparu pendant beaucoup de temps, et sa réponse nous avait énormément étonnés. Il nous avait dit « j'avais pas d'inspiration ». Non, ce n'est pas le cas pour toi. Non, ce n'est pas. Tu n'as pas de temps, mais l'inspiration, elle est toujours là. L'inspiration, elle est là. Je dois dire que le problème de la page blanche de l'écrivain, je ne le ressens pas. Je ressens au contraire que je n'ai pas le temps de remplir ma page. Et ce serait quoi le 3e livre si tu avais le temps? Est-ce que ce serait, tu irais dans quel genre? Encore un autre genre? J'irais... Bon, je peux dire rapidement que ce que j'envisage, c'est de voir la beauté dans la laideur. Parce que ce qui se passe en Haïti est tellement laid. Je veux essayer de tirer... Il y a quand même de belles choses. Il y a toujours de belles choses qui arrivent. Et je travaille dans le contexte actuel que nous vivons en Haïti, une histoire où la beauté ressort dans un contexte de laideur. Ah, mais ça c'est important. Donc tu dois trouver le temps absolument d'écrire ce livre parce que nous avons besoin de penser positif, ce qui est très difficile ces jours-ci. Ce n'est pas évident vraiment, c'est difficile ce qui se passe en Haïti, c'est difficile, c'est pénible, c'est triste. Alors Agnès, tu vas également nous parler aujourd'hui de cette, c'est pas une association, de ce club de livres, comment tu l'appellerais? Je l'appellerais un groupe de gens passionnés d'écriture. Voilà. Alors Agnès n'a pas fondé ce groupe et elle va nous parler des origines de ce groupe et de ce qu'il réalise. J'ai rejoint ce groupe. Le groupe a été fondé en 2020 par Madame Sandrine Mérez-Coucouroutz, qui a fondé le groupe de la rencontre des auteurs francophones. Elle est française alors? Elle est française. Elle a fondé, mais vivant aux États-Unis. Elle a fondé le groupe Rencontre des auteurs francophones. Et j'ai rejoint ce groupe en l'an 2021. En l'an 2021, le groupe Rencontre des auteurs francophones a eu son premier festival du livre francophone à New York. Et c'était un grand succès, malgré que c'était encore la pandémie. Et l'année dernière, j'ai participé au festival du groupe Rencontre des auteurs francophones à New York. Et c'était où exactement? C'était au National Arts Club de New York, qui est une maison prestigieuse. Donc c'était vraiment un très très bel événement. Nous avons Marc Lévy comme parrain. Et vraiment, c'était un superbe événement. Quand tu dis Marc Lévy comme parrain, ça veut dire quoi? Marc Lévy est un auteur francophone. Non, mais comme parrain. Bon, c'est un titre honorifique qu'on lui a donné. Ah, d'accord. Il était à l'événement, il s'est présenté, donc c'est très honorifique d'avoir Marc Lévy présent au festival auquel nous étions. Ah, ça s'est bien passé. Je suis très fière d'avoir une photo à côté de Marc Lévy. Absolument, absolument. Voilà. Ah ben ça c'est bien. Voilà. Donc, et j'ai rejoint ce groupe. Et ce groupe, cette année,
s'est lancé dans des activités super intéressantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Petit Prince, que tout le monde connaît, le Petit Prince de Saint-Exupéry, a eu 80 ans cette année. Ouais. 80 ans. Donc, on a Mais on en faisait tellement grand cas à mon époque, quand j'étais très jeune, quand j'étais gamine. Je me demande si ça continue toujours dans les pays francophones. Ah oui, bon, moi j'ai des enfants qui vont à l'école francophone. Le Petit Prince est lu jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, c'est une référence. Tout le monde a lu Le Petit Prince. Absolument. Et on le lit dans toutes les classes. On le lit dans les classes primaires. Je ne savais pas que c'était toujours le cas. Oui, jusqu'à présent. C'est un des livres les plus lus au monde. Et pour toutes les raisons, c'est un livre merveilleux. Je t'invite à le relire parce que tu vas voir, c'est vraiment extraordinaire. Donc pour les 80 ans du Petit Prince, on a fait un appel à texte de ces 400 auteurs de 50 pays différents, mais auteurs francophones, pour qu'ils écrivent un texte inspiré du Petit Prince, inspiré de ce que le Petit Prince leur dit. Et ils avaient pleine liberté. Ils pouvaient écrire une nouvelle, un poème. On leur a même dit qu'ils pouvaient faire un dessin s'ils voulaient. Donc, et voilà, ça a donné lieu à la publication du livre Le Petit Prince, 80 ans, 80 talents. Et j'ai publié un texte inspiré, c'est ce que Le Petit Prince m'a inspiré. Et avec l'actualité, j'ai essayé de faire Le Petit Prince parler dans les temps modernes avec le problème des tueries collectives qui se font aux États-Unis. Ah, important. Voilà, ah oui. J'ai essayé de faire dans le ton du Petit Prince et parler de cette tuerie collective et comment c'est difficile, et le contrôle des armes. Ouais. À thèse. On ne peut pas dire que Haïti, ça ne va pas, mais ici aussi, c'est pas génial. Bon, écoute, ça, c'est un gros problème. Il mériterait des heures de discussion. Absolument. Alors Agnès, nous allons observer une pause publicitaire. Nous te revenons dans quelques minutes. À tout de suite. Nous sommes avec l'écrivain Agnès Castra ce soir et nous vous parlions de ses livres. Ben, ils sont là, même si vous les avez déjà vus, mais ils sont là. Des nouvelles d'Elisabeth. Et nous avons Hommage au Petit Prince, un livre sorti grâce à ce groupe des amoureux de la littérature française, francophone. C'est pas la littérature française, une grande différence, francophone, auquel Agnès a participé. Et puis là, nous avons cet hommage à Marguerite Yourcenar, une femme extraordinaire, qui avait un style très spécial, très propre à elle-même. Évidemment, chaque auteur a son style propre à lui-même, mais il y en a beaucoup qui écrivent de la même façon, il faut bien préciser. Et je dois te dire, Agnès, que j'ai été encore une fois je n'irai pas jusqu'à dire sidérée, c'est trop fort, mais très agréablement surprise par ce troisième style que tu as, tout à fait différent de tes deux premiers livres. Et je pense que les Capois seront très très contents. Les amoureux de l'histoire d'Haïti, les amoureux de leur pays, les patriotes seront très contents de cette lettre. Alors, je vais te laisser expliquer à notre public pourquoi particulièrement les Capois seront contents. Voilà, alors Marguerite Yourcenar, c'est la grande dame de la littérature haïtienne, première académicienne, et qui a lancé, qui écrit dans un français vraiment d'une pureté extraordinaire,
Et elle à vous complexer, vraiment à vous complexer. À vous complexer. Et elle a lancé ce genre littéraire qu'on appelle l'histoire romancée. Elle a écrit de l'histoire, mais à la première personne. Donc, les Mémoires d'Adrien, un de ses grands succès, et sont écrites à la première personne. Et vous vous demandez parfois, est-ce que c'est vrai qu'Adrien a écrit tout ça? Mais c'est l'œuvre de Marguerite Yourcenar et c'est pour ça qu'elle l'appelle l'histoire romancée. Alors, je dois te dire aussi que, en te lisant, je me suis demandé à certains moments, est-ce que Christophe n'a pas vraiment écrit ça? J'ai dû appeler des membres de ma famille pour leur demander, est-ce que Christophe avait écrit une lettre? Et qu'Agnès aura un peu changé. Pas que je doute de tes compétences intellectuelles, ni de ton sens patriotique, ni de toutes les recherches que tu as eu à faire sur Christophe, mais j'avoue avoir été agréablement surprise par cette lettre qui nous montre encore une autre facette de ton talent. Et vraiment, c'est très bien écrit, c'est très bien pensé, c'est très bien dit, c'est très émouvant. Et alors, tu nous parles de cette inspiration que tu as eue. Marguerite a bien travaillé si elle a pu vraiment t'inspirer à écrire cette lettre. Absolument. On m'a demandé de faire partie de ce livre collectif en l'honneur de Marguerite Yourcenar et on m'a donné toute la liberté que je pouvais avoir. J'écrivais ce que je voulais, mais il fallait qu'on retrouve une inspiration Marguerite Yourcenar. Et pourquoi Christophe? Alors moi, je me suis dit, bon, étant donné que seule auteure haïtienne dans ce recueil, j'ai dit, bon, il faut que je mette une touche haïtienne. Donc j'ai dit, je vais faire quelque chose sur un personnage historique haïtien. Et Christophe est un personnage fascinant. C'est un personnage fascinant. Ils sont tous fascinants quand on pense à tout. Ils sont tous fascinants, c'est vrai. Mais Christophe s'est battu pour l'indépendance, mais il a quand même institué, bon, la même chose. Mais il est né à Grenade. Il est né à Grenade. Il est né à Grenade. Il a institué, il ne l'appelait pas esclavage, mais il l'appelait la corvée haïtienne. Donc c'était de l'esclavage. Absolument. Et il a construit la citadelle, il nous a laissé un héritage extraordinaire. Mais à la sueur, c'est le travail du nègre haïtien qui a vraiment travaillé. Beaucoup de gens sont morts. Christophe n'était pas un tendre. C'est comme quand on construisait les pyramides, quand même. Il y a toujours eu des victimes. Oui, absolument. Avec ces grandes constructions, ces grandes œuvres. Donc j'ai trouvé que ça m'a beaucoup inspiré de parler de Christophe. Comme Christophe aurait parlé s'il parlait. Et je me suis dit, tiens, quelle est la meilleure façon de... Comme Christophe s'est suicidé, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir dire, voilà, je vais écrire à mon fils pourquoi je me suicide. Et c'était vraiment pour moi super de pouvoir faire la lettre de Christophe à son fils qui lui annonce pourquoi il s'est suicidé. Alors, est-ce que tu nous feras le grand plaisir de nous lire quelques phrases de ta lettre de Christophe pour les Christophiens? Pour les Christophiens, eh bien juste les quelques lignes d'ouverture de la lettre. Absolument. Alors, mesdames et messieurs, de la lettre. Ce sera pour après la pause publicitaire. Nous vous revenons dans quelques minutes. I'm Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV. Mesdames et messieurs, l'écrivain Agnès Castra va nous lire quelques lignes de sa lettre de Christophe. Cap-Henri, le 1er octobre 1820. Mon cher prince Jacques-Victor Henri, la balle en argent qui mettra fin à mes jours est déjà dans mon barillet. Il est impossible de se sentir empereur alors que l'on est atteint d'apoplexie. Mon corps m'a lâché après m'avoir bien servi pendant des années. Je lui suis reconnaissant de sa vigueur qui m'a permis de me distinguer comme soldat de la révolution haïtienne. Grâce à sa force, j'ai combattu pendant des années avec Toussaint Louverture dans le nord de Saint-Domingue.
Mon être a connu la gloire. Commandant en chef du Cap français, général sous Toussaint Louverture en 1802, président et généralissime des forces de terre et de mer de l'État d'Haïti du Nord le 17 février 1807, empereur le 26 mars 1811. Cependant, comme pour tout homme, mon corps doit un jour voir sa fin. Me voilà aujourd'hui partiellement paralysé, ne pouvant même pas écrire moi-même cette lettre que je suis dans l'obligation de dicter à un secrétaire. J'ai gravi des sommets que l'on pensait infranchissables. C'est sur la terre de Grenade que ma mère esclave m'a donné la vie, le 6 octobre 1767, et que j'ai moi-même été amené comme esclave sur cette terre de Saint-Domingue. Le désir de liberté est ancré dans le cœur de tout homme. Voilà pourquoi j'ai mené tout feu tout flamme avec mes frères la révolte des esclaves de 1791. J'étais pourtant déjà un homme libre. Un grand merci Agnès et compliments encore pour cette belle lettre. Et je vous recommande, mesdames et messieurs, d'acheter ce livre. Allez sur Amazon, vous avez toutes les informations sur notre petit écran. Et Agnès, à très bientôt. Merci beaucoup Elisabeth, merci beaucoup chers téléspectateurs. Et je vous invite à acheter les livres et à les lire. Mesdames et messieurs, nous vous revenons dans quelques minutes avec notre deuxième invité. Mesdames et messieurs, notre deuxième invité, encore un écrivain, but she wants to do the show in English because the book is in English. So we're going to speak Haitian, which means that we're going to speak Creole, French and English. OK? Donc, j'en passe le passé. Vous allez tout entendre dans cette interview au niveau des langues, bien sûr. Pas d'espagnol, c'est déjà pas mal. Alexandra Leclerc, Gentil Leclerc, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Thank you for the invitation. Absolument. You're welcome. J'ai insisté quand même que l'interview soit faite en anglais, because the book is in English. Parce que le livre le livre pour le moment est écrit en anglais. Il est publié en anglais, il est partagé en anglais. Ouais, donc, le curriculum est fait en anglais. Vous allez pouvoir le trouver sur Amazon seulement en anglais pour le moment. Pour le moment. Je veux dire. Et combien de langues on aura après? Après, bon, je l'ai déjà traduit en espagnol. Par contre, il n'est pas encore publié en espagnol. Oui, je parle espagnol. Hablo espagnol perfectamente. Combien de langues tu parles? Créole, français, anglais, bonne haïtienne, nous parlons toutes les langues que nous devons. Mais espagnol, n'aime pas fort. Donc, tu as fait un point. Comme bonne haïtienne, nous parlons toutes les langues que nous devons. Absolument. Voilà. Ben, c'est génial. Oui. Alors, Alexandra, d'abord, compliment pour ton livre. Je sais que tu fais un beau travail à Little Haiti Cultural Center. Oui. Et rapidement, tu vas nous parler de ton parcours et comment tu as commencé pour arriver à ce livre. Je travaille avec les enfants depuis plus de 20 ans. J'adore ce que je fais. Je suis spécialiste en éducation Waldorf. Okay. Je suis aussi certifiée comme coach de mindfulness, à méditation mindfulness. Je fais un peu de tout ce qui a à voir autour de l'éducation pour les enfants, l'art, etc. pour les enfants. Et depuis 9 ans, j'enseigne aux enfants la méditation du mindfulness dans le Little Haiti avec de différentes organisations, principalement avec Easter Seals, qui n'est plus maintenant au Little Haiti. J'ai ma propre organisation maintenant qui s'appelle Mindful Art Education. C'est une organisation qui partage le yoga, le mindfulness meditation, l'art, etc. avec les enfants. Et ce parcours, voilà, c'est un parcours assez intéressant, je trouve, parce que j'adore travailler avec les enfants. Mais je trouve que j'ai plutôt été inspirée depuis le Covid à écrire mon livre. Parce que je pense que le Covid nous a mis un plan là. On a dû intérioriser. Voilà. Et je pense que les parents se sont rendus compte comment dirais-je, des difficultés au niveau de l'éducation pour les enfants ou avec les enfants, où ils se sont rendus compte aussi de ce que vaut un professeur. Et pour les enfants, et aussi, les enfants ont passé un moment assez difficile, ça a été très fort pour eux. Par contre, nous, dans le Little Haiti, moi, principalement avec l'équipe
avec laquelle j'ai eu l'honneur de travailler. C'était des gens vraiment bien, les professeurs, etc. Bon, on m'a donné ce Poki que je peux montrer au public. Ils t'ont donné ce... Voilà, j'ai été confiée ce petit, comment pourrais-je dire, ce caractère. Ce caractère, voilà, c'est bien dit. Et que je n'ai pas apporté aujourd'hui parce que un enfant a voulu le garder pendant quelques jours. Il est tombé malade et il voulait garder Poki. Voilà, Poki n'est pas avec vous aujourd'hui. Parce que justement, c'est ça l'objectif de Poki, c'est de pouvoir partager la méditation avec les enfants, le bonheur. Alors, tu vas nous expliquer tout ça, justement. Qu'est-ce qu'on entend par mindful Poki? Poki. Bon. Voilà. Mindful Poki, c'est le caractère qui est dans de Little Eti. Donc, tu l'as donné à l'enfant. Voilà. Donc, tu as perdu cette célébrité-là. Je ne l'ai pas donné, l'enfant va d'accord. Okay. Pour quelques jours. Oui, juste pour quelques jours. En location. Oui, voilà. Gratuite. En location. Gratuite. D'accord. Alors que ce caractère, j'ai utilisé ce caractère pour pouvoir faire passer un message simple. Et, que tu résumerais comment, ce message simple? C'est juste la méditation, c'est juste les affirmations pour les enfants et rendre le livre beaucoup plus fun, parce que la méditation, c'est pas quelque chose de fun, mais pour les enfants, comment faire passer ce que c'est la méditation aux enfants. C'est justement, j'allais te demander ça, il faut être très très fort, comme tu as plusieurs certifications, tu vas nous expliquer ça, parce que jusqu'à présent, je connais beaucoup d'adultes qui ne savent pas comment méditer. Oui. Donc si beaucoup d'adultes ne comprennent pas vraiment l'importance et la façon de méditer, comment faire passer ce message aux enfants? Très facilement, ça m'a été très facile avec ce personnage. Ça m'a été encore plus facile durant le Covid. C'est un personnage qui a voyagé dans le Little Eti chez beaucoup d'enfants pour passer la soirée avec eux et le lendemain et venir sur l'écran comme aujourd'hui et parler de ce qu'il a fait avec l'enfant. Okay. Et l'enfant s'est senti beaucoup plus motivé à faire la méditation et de parler de la méditation et de parler de son séjour ou de sa nuit ou de son moment en compagnie de Poki. Voilà, en compagnie de Poki. Et comme ça a motivé d'autres enfants aussi à faire la même chose. Et dans mon livre, j'écris un peu sur comment faire la méditation, simplement s'asseoir, surtout le mindfulness meditation. C'est vraiment simple. Tu réalises que tu parles français, pas vrai? Okay, we'll switch to English. No, not a problem. I mean, staying with the French, it's fine with me. I mean, c'est parce que j'ai réalisé que tu n'avais pas réalisé que tu es resté dans le français. C'est contagieux, ça. Oui, c'est très contagieux, justement. Tu reviendras faire une autre émission en anglais si tu veux pas switch. Y a pas de problème. Alors, comment expliquer la méditation? Ok. Alors, dans le livre, il y a une page qui explique très simplement comment la méditation est faite et là où j'ai même une image assez familière, une maman et un enfant assis. C'est moi et ma fille assise. Et je me disais bien que je connaissais la personne. Et il y a Poki aussi au milieu. Et il y a Poki au milieu, on va montrer au public. Avec les yeux fermés. Voilà. Et Poki qui fait sa méditation tranquille sur la pelouse. Pas une méditation transcendantale quand même. Non, pas jusque-là. Très simple, c'est une méditation qui aide à juste vivre le moment présent, et juste être tranquille et de pouvoir suivre sa respiration, l'inspiration et l'expiration, c'est très simple. C'est comme ça qu'on explique la méditation des enfants? La méditation à tout le monde en fait. D'abord la respiration? C'est l'expiration, passer un moment assis et tranquille. Voilà. Juste pour faire une petite démonstration. Vas-y. Si tu veux. On essaie. À participer avec moi. Aussi. Voilà, comme ça, rester ouvert, tranquille, les mains sur les jambes, c'est comme vous voulez. Et je vous invite à soit fermer les yeux, soit regarder fixement. Et vous allez suivre
respiration, tranquillement. On inspire. Et essayez de vous relaxer au niveau des épaules. Et suivre votre respiration en inspirant tranquillement. Et expirer tranquillement. Alors, je vais te poser une question un peu, excuse-moi d'interrompre ta méditation. Bien sûr. Mais je dois poser cette question. Bien sûr. On pense à quoi quand on médite? Est-ce qu'il faut penser à quelque chose ou faire le vide dans son cerveau? Bon, c'est une bonne question parce que c'est tout le monde qui pose cette question. J'ai même eu des enfants qui m'ont dit, mais quand je ferme les yeux, j'ai peur parce que je vois que c'est tout noir, je vois tout noir. Et j'ai un mot que j'aime employer, je dis close your eyes and you meet this beautiful person that you have inside of you. Fermez les yeux et comme ça tu rejoins la personne que tu es là, cette belle personne que tu es dans toi-même. So you have to think about yourself when you're closing your eyes, ou alors tu penses... c'est ça, ça a toujours été mon problème en fait, oui. concernant la méditation. Je me disais parce que, en fait, moi je pars à 100 à l'heure dans toutes sortes de pensées, Oui. pas forcément des trucs négatifs, de Oui. bonnes pensées. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment ça la méditation ou faire le vide? Parce qu'il y a plusieurs courants de pensée. Il y a des gens qui vous disent qu'il faut faire le vide complètement et se concentrer sur sa respiration en essayant de ne penser à rien d'autre. Et il y a un autre courant de pensée qui vous dit que c'est bien de penser à des choses positives et de se dire voilà, je peux accomplir, je peux le faire. J'aime les gens, etc., etc. Donc aujourd'hui, tu vas essayer de rétablir l'équilibre pour moi. Est-ce qu'il y a une vraie méditation? Il y a plusieurs formes de méditation, ou alors tout simplement des gens qui décident de changer la méditation. Voilà. Mais pour simplifier la méditation, juste pour avoir une explication simple, ce que j'enseigne, c'est le mindfulness meditation, très simple, suivre sa respiration et suivre les sensations que vous sentez à ce moment, parce que ça vous êtes à l'esprit présent, et juste suivre votre respiration sans juger les sensations et les idées qui viennent en tête. Sans juger les idées. Sans juger les idées. Ça veut dire qu'il y aura des idées. Il y aura des idées parce que la tête. Il faut juste les laisser passer. Les laisser passer. Ah, ça c'est intéressant comme réponse. Ouais, les laisser passer, juste continuer à suivre la respiration parce que la tête c'est comme un petit singe, ça saute, ça va de là à l'autre. C'est normal parce que vous allez penser à beaucoup de choses. Ouais. C'est la tête. C'est normal. C'est normal. Et si c'est la tête de l'enfant, ben voilà, l'enfant est en train de penser à beaucoup plus de choses, peut-être qu'un adulte. Mais le plus important, c'est juste suivre la respiration et ne pas juger les sensations que vous sentez à ce moment-là. Et est-ce qu'on est obligé d'avoir des sensations à ce moment-là? Pas forcément, parce que l'idée de la méditation, ce n'est pas d'avoir des sensations, c'est juste être présent. C'est ça. L'instant présent. Voilà, c'est le moment présent, c'est juste suivre sa respiration. Et donc, il ne faut pas bouger, il ne faut jamais bouger. On ne peut pas méditer en bougeant. Ce sont des questions peut-être un peu très basic questions. Bah, il faut quand même les poser. Hein? Oui, mais ce sont des questions que les enfants posent aussi. Ah. Do I move my body? Alors, pour rendre ça plus fun pour les enfants, il y a aussi des exercices de mindfulness meditation là où ils font des mouvements et voilà, comme ça aide à l'enfant d'être beaucoup plus focus et plus concentré et à être présent. Parce que d'après ce que... Sans juger, oui. Sans rien. Voilà. Parce que d'après ce que je crois savoir, d'après ce que j'ai entendu de plusieurs reportages, apparemment il y a une montée de ADD,
et ADHD dans le monde. Parce qu'avec le stress, avec tous les problèmes qu'il y a, les gens sont de moins en moins focus, les enfants comme les adultes. Là, surtout la technologie. Surtout avec la technologie, justement. Le téléphone, la télévision. Qui deviennent des trucs vraiment, je dirais encore bien plus dangereux. Pour la télé, on se plaignait déjà. Maintenant, les gens sont vissés à leur téléphone. Tu vois, on va au restaurant et puis on voit toute une famille sur leur téléphone. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire au restaurant? Si c'est pas aussi à manger, bien sûr, mais profiter du moment, tu vois. Donc, ça devient grave. Autour de la table. Donc, je suppose que la méditation, c'est de plus en plus important d'apprendre à méditer et de savoir rester avec soi-même. En effet, nous avons beaucoup plus de problèmes d'attention maintenant à cause de la technologie. Et malheureusement, les enfants sont très affectés à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé justement d'écrire ce petit livre et de pouvoir aider, apporter ce support pour les parents et dans les écoles, surtout pour les professeurs. Et voilà, dans le livre aussi, je parle d'affirmation. Et à la fin du livre, il y a des pages comme un devoir. Est-ce que je me suis trompée? J'ai cru voir. C'est un petit journal. C'est un petit journal de 21 jours. Donc l'enfant devrait, après ce livre, avancer beaucoup plus parce qu'il aura des devoirs à faire, comprendre, enfin c'est un devoir. Moi je vois que c'est partager un bonheur, c'est comme ça fait boule de neige quand dans une salle de classe, quand un enfant commence à dire quelque chose de positif, il y a d'autres enfants qui disent d'autres choses positives et puis comme ça développe l'intelligence. Oui, une atmosphère aussi beaucoup plus positive pour le professeur et pour les enfants qui partagent. C'est partager le bonheur. Tu les prends à partir de quel âge, les enfants? Mais ce sera dans un moment, après la pause publicitaire. À tout de suite. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que notre deuxième invitée ce soir, c'est Alexandra Gentil-Leclerc. Et il faudrait qu'on ait une autre émission pour parler de ses parents, ses familles, nièces, petites nièces, Oxyde Gentil. Alors, il y a le talent dans la famille, ça c'est belle. J'ai toujours aimé faire référence avec qui est-ce qui fait mieux. Parfois, pour mon yokawe, que c'est pas n'importe qui, ça sont dans la famille déjà qui ont pile talent. Oh, waouh! Le grand Oxyde Gentil, c'est grand mon oncle. Gentil, oui. Ouais, belle bagaille. Alors, on parlait de ton livre que je trouve absolument adorable. Merci. Et avec Poki. Oui. Poki a été fait à Little Haiti aussi? Poki a été créé dans le Little Haiti. D'accord. Avec les enfants du Little Haiti, en collaboration avec Easter Seals, là où nous travaillons avec des enfants qui ont beaucoup de challenges et d'autres enfants qui n'en ont pas autant. Et le livre parle aussi du Beach Cleanup Party, parce que... Le Beach Cleanup Party. D'accord. Beach Cleanup. Donc, vous encouragez aussi les enfants à toutes sortes de tâches. Toutes sortes d'activités, voilà. Des activités civiques. Oui. Mais alors, justement, pour revenir à ma première question, tu les prends à partir de quel âge, les enfants? Elementary school, petit, pre-K, au moment où l'enfant commence à parler, même bébé, les parents. Really? Ah oui, même petit. Mais comment tu arrives à gérer une classe avec un bébé de 2 ans, 1 an? Ce sont les parents qui commencent avec les enfants. Parce que ça va les aider aussi, ça va les aider avec les enfants chez eux. Okay. Ça va les aider à être beaucoup plus calmes pour eux-mêmes. Le mindfulness, la méditation, ça aide à tout le monde. Absolument. Là, il n'y a pas vraiment un âge précis pour pouvoir avoir de bonnes habitudes. Le petit livre, je l'ai lu pour des enfants qui savent lire et je l'ai aussi lu pour des enfants qui ne savent pas lire avec leurs parents. Et tu développes des techniques, tu montres, il y a toutes sortes de techniques dans ce livre. C'est un livre pédagogique écrit par quelqu'un de certifié qui, tu m'avais parlé de ta certification in... Je suis spécialiste en éducation Waldorf. Et je suis certifiée en Mindfulness Meditation. OK. La méditation Waldorf. Tes classes sont quand exactement? Bon, mes classes, pour le moment, sont à la bibliothèque Lemon City.
Et je fais aussi des classes en ligne. Avec, oui, avec mon organisation. J'ai des classes en ligne avec des groupes. OK. Je crée des petits groupes. Je fais aussi des groupes de professeurs, avec des professeurs, avec des parents. Voilà. Intéressant. Oui. Donc c'est en ligne. En ligne, c'est accessible. Est-ce qu'en ligne, on n'est pas obligé, on peut les voir n'importe quand alors? Parce que ce sont des émissions qui restent en ligne. Ou alors c'est live, c'est en direct. C'est en direct. Quand j'ai un petit groupe, pour le moment, nous n'avons pas fait de recording pour l'organisation. Ce sont des gens qui veulent connaître la méditation mindfulness, qui veulent aussi partager la méditation avec leurs enfants. Ben voilà, nous avons des petits groupes en ligne. OK. Oui, avec les informations sur notre petit écran là maintenant, si vous êtes intéressés. Donc à Little Haiti, les gens qui seraient intéressés à être là en personne. Quel est ton horaire? Au Little Haiti, les gens qui sont intéressés en personne peuvent me contacter, soit par téléphone, soit contacter mon organisation qui s'appelle mindfularteducation.org et comme ça, ils peuvent voir, ils peuvent me contacter directement. Merci Alexandra. Merci. Compliments pour ce beau travail que tu fais pour nous. Merci. Et à très bientôt à Island TV. À très bientôt. Merci. Merci à vous tous qui étiez branchés ce soir à l'heure de WhatsApp Caribéenne. Notre prochain rendez-vous est fixé à la semaine prochaine, toujours la même heure. Avec vous, c'était Elisabeth Guérin. Bonsoir.